Bonjour, nous voilà en Corrèze. Et quand on voit le paysage qui nous entoure, on se dit qu'on a vraiment de la chance. Une jolie formule dit que le Limousin est le pays de l'arbre et de l'eau. Mais moi, il me semble que c'est aussi le pays des vastes pâturages, des villages médiévaux au perché et d'une cuisine terrienne, rustique, roborative et terriblement savoureuse. Vous verrez qu'on va découvrir un patrimoine très riche qui doit presque tout au monde rural. Alors, pour vous situer, on ira du sud du département où nous nous trouvons, le pays de Brive-la-Gaillarde, et puis même la limite avec le Lot, jusqu'aux confins du plateau de Millevaches, dans la montagne limousine. Et vous verrez qu'on a à chaque fois des reliefs très différents et donc des cultures et des cuisines très différentes aussi. On va découvrir ensemble cette terre de président, et oui, 2 sur les 3 derniers quand même, c'est pas rien, où on ne mange pas que de la tête de veau et du clafoutis. Allez, en route! Une noix. Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond, et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée des soldats bardés de fer qui joyeux. Et en parlant de noix, tiens justement, on va commencer notre voyage en rendant visite à un nuciculteur à quelques kilomètres au sud de Brive. Et dans cette région, la noix a été pendant très longtemps un aliment vital. L'huile de noix était quasiment la matière grasse la plus utilisée, puis elle a été remplacée par le saindoux, par la graisse de canard et par l'huile. Et on est en plein terroir de la noix du Périgord, à hausser s'il vous plaît. On y voit mille soleils, tous à tes yeux bleus pareils. On y voit briller la mer, et dans l'espace de l'éclair, un voilier noir qui chavire. On y voit les écoliers qui... Bonjour Jolie. Bonjour Karine. Bienvenue dans la maison familiale. Ben, merci. C'est un endroit magnifique. Merci. Alors c'est ici que vous cultivez les noix? Exactement, voilà. Donc Avec moi, c'est pas ma David. partie, mais c'est Ouais. mon frère qui s'en occupe. Et je te propose qu'on aille le rencontrer. Il est déjà sur la production. Avec plaisir, on va Donc, parler. on commence avec la noix fraîche. Donc c'est un produit un petit peu particulier. Il va pouvoir t'en parler beaucoup mieux que moi. Bonjour David. Bonjour. Alors là, je découvre un truc. J'avais jamais assisté à cette opération de petits frissons de l'arbre. Opération vibrage Ah oui, des c'est noyers. fou, hein. Alors raconte-moi. Donc ça, ce ne sont pas des noix prêtes à manger. Alors il y a plusieurs étapes. La noix, c'est un produit très compliqué. Bon, ça, Ouais. c'est la noix qu'on connaît dans la nature. Ouais. Et après, Et ça, on a- pour moi, c'est la noix verte. c'est la noix verte. Alors là, l'opération consiste maintenant à enlever justement ce qu'on appelle le brou Le de brou noix. qui entoure la noix. Voilà. D'ailleurs, qui tache les mains. Et ensuite, tu tombes sur la noix avec sa coquille et à l'intérieur encore le cerneau. Donc en fait, la noix fraîche, le brou est intact. Exactement. Et quand il commence à s'entrouvrir, ça Voilà. veut dire qu'elle est encore plus mûre Voilà. et que là, du coup, Exactement. on a une noix sèche. Exactement. C'est le même produit, mais avec une maturité différente, avec un goût différent. Bien sûr. Et des usages Et différents. des en usages cuisine. différents. C'est une noix qu'on va consommer à cette période, là, sur un plateau de fromage, Ouais. avec un bon verre de vin rouge. Ah, telle quelle, quoi, Telle quelle. nature. Pas de recette particulière pour la noix fraîche. Et donc, alors après, cette noix-là, du coup, qu'est-ce que tu lui fais subir? Déjà, on va la On la ramasser. ramasse. Alors, on la ramasse à la main? Moi, je te propose de participer aux travaux de récolte. Je vais Ouais, aller mais tu chercher la les- ramasses vraiment à la main ou c'est juste pour me visiter? Non, Comment ça se passe quand je je vais aller suis pas chercher là les outils. D'accord. Ah bah bien sûr, avec Et plaisir. voilà, Je suis parce prête. que plus on est nombreux, plus Et c'est ben là, rapide. on est super nombreux, toi Bon, et moi, mais allez, ça Je suffit. vais chercher les outils qui vont bien. Oh bah c'est joli, ça, c'est une cage à oiseaux. Voilà, pas très Mais vieux. toutes les récoltes se font à la main? Oui, pour les petits vergers, on va dire. Ah, c'est ça. Pour Parce les- que sinon, c'est Pour les mécanique, très quand petits même. vergers. Ouais. Voilà, donc d'accord. c'est J'aimerais le- bien savoir comment la noix rentre là-dedans. C'est simple, hein? Mais non, Si. mais c'est un truc de fou. Parce que c'est souple en fait. Voilà, exactement. Il y avait la pêche au petit canard en plastique, maintenant il y a l'aspirateur à noix. C'est génial ce truc. Ah, mais j'adore. Alors c'est rien de très compliqué, mais voilà, on va dire que les méthodes souvent les plus simples sont les plus efficaces. Et alors après, explique-moi, parce que j'ai compris comment on les récoltait, mais comment tu les sors? On écarte un petit peu, on a Ah, tout simplement. un seau et puis on fait tomber nos noix. Voilà. C'est fabuleux. Alors on va peut-être pas les refaire tomber au même endroit quand même. Non, mais on avait inventé mieux que ça quand même pour ramasser les noix aujourd'hui. Ah bon? Ouais, une vraie machine. Ah oui, parce que ça c'était Ça, pour le c'est- folklore. C'est pour le folklore. Ah ouais, mais ça marche quand même. Mais voilà, on a vu que ça Ah, marchait. c'est hein, marrant. Mais c'est effectivement c'est pour les gens qui ont quelques noyers. dans quelques leur noyers jardin. autour de la maison, qui veulent plus baisser pour ramasser les noix. Ouais, je C'est comprends. très efficace. Bon
allez, fini le bizutage. Habituellement, David opte pour la version XXL de l'aspirateur à noix. Allons voir maintenant comment ces fruits sont décortiqués, une fois encore avec un système très ingénieux. C'est comme tout, tu fais. On va mettre en route les machines. Prévois le casque anti-bruit. Voilà, donc on arrive à ce qu'on appelle la station de lavage des noix, à l'eau claire, et on va arriver à l'étape décortiquage. Donc elle tourne là-dedans, le brou se délite petit à petit. Exactement. Et ensuite on obtient les... Mais alors après elles descendent. Ah oui, elles descendent par là. Voilà. Et elles sont acheminées par le tapis roulant. Elles sont acheminées par le tapis roulant. Voilà la noix fraîche. Voilà la noix ça fraîche. Ça rappelle vraiment l'amande fraîche, hein. Le Complètement. côté très laiteux. Voilà. Et tu enlèves la peau? Alors, il faut enlever la peau pour le petit côté amertume. Bon, D'accord. moi, ça ne me gêne pas, mais Ça te gêne pas. il y a des gens... Voilà, je pense qu'il vaut mieux enlever la peau. Voilà, donc je pense C'est qu'on... bon, mais ça a tu sais quoi, ça a un goût de légumes presque un peu, c'est étonnant. Ça me rappelle, il y a un côté chou de Bruxelles très frais, c'est étonnant. Ah, je m'attendais pas à ça. Voilà, donc c'est très facile, hein. On pèle, Oh, on enlève c'est la bon. petite enveloppe. Oui, t'as raison, c'est pas le même produit. Moi j'adore les noix sèches, C'est un autre produit. mais c'est vraiment un autre produit. Maintenant que je connais tout ou presque sur la noix, allons la cuisiner avec Karine. Pour la recette. Pour la recette, c'est la bonne maison, c'est parfait. Moi, je te propose de travailler la noix sèche. Allez, chiche. Et on est quand même dans le pays du canard, donc Ah on bon va travailler le magret. Pour moi, on était plus dans le pays de la vache, limousine, voire du mouton, le mouton limousin aussi. Oui, mais là, on Le est quand canard, même c'est quoi vraiment limite avec les départements d'Ordogne et le Lot. ben Voilà. voilà. Et on a quand même de très très belles fermes qui travaillent le canard. D'accord. Voilà, moi, je te canard propose noix. Canard noix. Voilà. Comment Alors, tu à ton fais ça avis, comment on peut l'associer tous les deux? Canard, je sais pas, canard mijoté avec du vin de noix. Une croûte. Ah. On y va? Ah ouais, ça c'est cher, je Allez. connais pas du tout. On va sortir les ingrédients donc de base. Dis-moi. Alors moi j'ai Pour déjà mon magret. travaillé un petit peu pour toi, donc Ouais, le magret vas-y. je l'ai pris dans une ferme, donc tu vois j'ai déjà commencé à retirer la matière grasse. Parce qu'en Et il fait, faut retirer la peau complètement? oui complètement, parce qu'on va que apporter tu- quand même pas mal de matière grasse avec la noix, Bah le oui, bien beurre. sûr. D'accord. Alors T'as regarde, un petit couteau. il y a un petit couteau qui va très bien. D'accord. Est-ce que tu veux un tablier? Merci. J'étais déjà dans la peau de canard. Donc je t'ai même sélectionné un beurre fermier, Oh là qui vient là, aussi tu de la fais bien les ferme, choses. et puis bien sûr la petite noix sèche. C'est celle de l'année dernière. D'accord, bah oui, forcément. Et alors justement, ces noix sèches, tu les conserves comment, toi? Tu peux les laisser au congélateur. En congélateur? Tout simplement, Ah et ouais puis tu prends ce dont tu as besoin uniquement. Mais alors Regarde, décortiqué? Décortiqué. Alors tu D'accord. regarderas que j'ai pas Mais non pourquoi plus. au congélateur? Parce que moi, je les laisse à l'air Ben, libre. ça va rancir. Puis c'est pas Ah bon. oui, c'est vrai. Je te propose de faire la croûte de noix. D'accord. Alors je t'ai déjà pesé Ouais. 100 g de noix. J'y vais? Je mets ça là-dedans? Alors vas-y, regarde. On met ça. Oui. On va mettre 100 g de beurre, du pain grillé, Je mets quoi? 3 tranches. Trois Tu peux entières, y aller. hein, je Tu les peux- coupe pas. Tu les ébrises un petit peu, puis ça finira après. Et sinon, tu pourrais le faire avec du pain? Du pain rassis également. Pain rassis. Ouais. Et là, c'est vrai que ça apporte un petit croustillant supplémentaire qui est assez sympa. J'ai pas pensé à faire ça. Une petite pincée de sel. Allez. Et est-ce que je mets autre chose? Eh ben non, Non. écoute, Bah, la, c'est la base cuisine. est là. Alors ça, je ne suis pas du tout familière de ces Regarde, instruments. D'accord. à partir du moment où on l'enregistre. Et là, tableau de bord. Tableau de bord, on va juste tourner tranquillement. Tu es contente? On est pas mal, hein? Ça te parle? Regarde. Qu'est-ce que tu en D'accord. penses, toi? Ouais, c'est une sorte de crumble un peu, quoi. Ouais. Ouais, il faut quand même qu'il y ait des petits morceaux. Il mais faut quand bon, même qu'il y ait des je petits comprends. morceaux. Tu veux goûter? Oh bah, je te fais Vas-y. confiance, hein. Ça va pas être mauvais. Ah oui, t'as raison, la biscotte apporte un vrai croquant. Un vrai croquant. Qu'on n'aurait pas avec le pain. forcément avec le pain. C'est vrai. Il Faut pas faudra- trop saler parce que la biscotte est salée déjà. Un petit peu. Voilà, donc tu vas pouvoir tout étaler sur ton papier. Je te fournis le rouleau de pâtisserie. Tu fais à peu près 1 cm. Voilà. Et ensuite, Et on y va. tu y vas. Ben, c'est super. C'est bien. Donc on la met au frais pour qu'elle se solidifie. Exactement. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir saisir notre magret. Ah, tu les fais saisir avant. Bah oui, c'est Un méga. tout petit peu. Et comme toujours, rien ne se perd. Nous faisons fondre la graisse de canard, véritable exhausteur de goût, pour saisir nos magrets.
Je les sale pas, hein. Non, non, on le fera après. On va essayer de leur donner une bonne coloration. Là, tu les fais dorer combien de temps? On va mettre 3 minutes à peine de chaque côté. Ouais, Ouais, bien doré, très bien. Et voilà. Voilà. On va éteindre le feu, mais on va surtout conserver les jus de Les viande. sucres, d'accord. Alors là, j'imagine qu'il faut les laisser un peu tiédir, non? C'est On bon? va le laisser se reposer un petit peu, mais on peut mettre un soupçon de sel et de poivre quand même, parce qu'il faut quand même qu'on pense à assaisonner notre viande. Et voilà. Allez, on va chercher notre croûte de noix. Ouais, j'y vais. Attention. Voilà. Alors. Donc notre croûte, elle a bien Ouais. pris. On pourrait presque la mettre au congélateur aussi si on est pressé. Ah, si tu es pressé, tu peux, absolument. D'accord. Ensuite, Alors, Je découpe alors 2 médaillons de pâte de noix, volontairement un peu plus larges que nos magrets pour les en recouvrir. Ainsi, lors de la cuisson, la croûte va enrober la viande. alors on met ça au four. tu peux mettre au four préchauffé à 200. Et l'on surveillera. La cuisson diffère en fonction de l'épaisseur de la viande. Entre la récolte et la cuisine, je serais pas venue pour rien. Puis au-delà plus du qu'à plaisir de vous rencontrer. N'est-ce pas? Et dis-moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller noter la Oui, recette si tu sur mon veux. petit carnet. Et puis après, bon. Et je t'attends pour la sortie du magret. Puis on va attendre David aussi peut-être. Et puis on attend David qu'il est terminé. Allez. Pour habiller vos magrets de canard d'une croûte de noix comme Karine, mettez la main sur 2 magrets de canard gras, 100 g de noix, 100 g de beurre, 3 grandes biscottes et pour la sauce qui accompagnera notre plat, 2 cuillerées à café de moutarde de noix, une bonne cuillerée à soupe de crème et un trait de liqueur de noix ou d'armagnac légèrement dilué. Il est temps d'aller casser la croûte au grand air en famille car les parents de David et Karine ont tenu à se joindre à nous. Bonjour, bonjour. Oh là là, la terrasse. Oh, vous avez vraiment une maison et une vue magnifique. Bonjour, vous êtes le papa. Oui, bonjour Julie. Bonjour. Ça va? Bah, très bien. Bienvenue. Bonjour. La maman. Bah écoutez, merci de votre accueil. Et alors en plus, je suis surprise par cette vue que j'avais pas devinée en arrivant. Oh, mais c'est Tu as toute la extraordinaire. Corrèze qui s'offre à toi, là, voilà. Il faut pas casser la croûte pour une On fois. va éviter. Il faut la casser après. Voilà. Et puis on va présenter un petit peu de sauce avec. Voilà. Il a l'air extrêmement tendre, hein, ce magret. Ah, c'est vraiment le magret fermier. Je suis surtout surprise par la puissance du parfum de noix. Et puis la sauce relève tout ça. Non, c'est très très bon, très fort. Voilà. Bonne cuisinière Julie. Mais là, c'est pas vraiment moi. Hein. Je pense que croûte ou pas croûte, la double cuisson à la poêle, puis au four, c'est sans doute la meilleure façon d'avoir vraiment Tout à fait. une chair homogène. Et aucun intérêt de garder la matière grasse, le gras du canard. Ouais. Et alors Sylvette, est-ce que c'est vous qui avez transmis cette recette à votre fille ou est-ce que c'est le contraire? C'est moi qui lui ai transmise quand même. la recette. Je me suis inspirée de petites recettes qu'on trouve de côté de l'autre. Et j'ai amélioré un petit À peu votre avec la façon. petite sauce, avec... voilà. Bah c'est réussi. Merci. J'ai très envie que les gens que je vais rencontrer lors de mon voyage ici en Corrèze puissent découvrir cette recette. Et pour l'occasion, je vais organiser un grand banquet, un repas, pour vous réunir tous si vous voulez bien et que chacun arrive avec sa spécialité. Ça va se passer dans un village que vous connaissez probablement qui s'appelle Collonges-la-Rouge, qui n'est pas moche. Et si le temps le permet, mais là pour l'instant il est très clément, on va organiser ça au milieu du village, voilà, sous la halle. Et vous êtes plus que les bienvenus. Mais c'est très gentil. C'est gentil. Merci. Vous, vos noix, vos magrets, prendrai- vos je vous porterai la copains. noix fraîche. Ah, c'est Il faut sympa trouver ça. un peu de fromage. Voilà. Le vin, ça doit être facile. Et un peu de vin, on a compris que ça n'allait pas l'un sans l'autre. Voilà. Ah ben moi je me régale. Ah ben, merci de votre accueil et de cette découverte. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes secrets. C'est amusant parce que je ne savais pas que Karine allait utiliser de la liqueur de noix pour agrémenter son magret, mais j'ai justement prévu de prendre la route de Brive-la-Gaillarde pour aller découvrir une maison presque bicentenaire. Et ça, c'est l'ironie de l'histoire qui a été créée par Monsieur Denoy. C'est d'ailleurs une maison qui a reçu récemment le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est censé distinguer l'excellence française, s'il vous plaît. Sur les guignols et d'honneur, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol.
Depuis 1839, la tradition de maître liquoriste se transmet de père en fils au cœur de la cité gaillarde, véritable patrimoine du goût. On y pratique le métier selon les méthodes d'antan, par macération ou distillation. Une histoire de famille, de savoir-faire et de goût que l'une des rares femmes liquoristes, la bien nommée Sylvie Denoy, nous dévoile. C'est mon arrière-grand-père qui a lancé cette fameuse liqueur de noix, qui nous fait vivre depuis 4 à 5 générations. Et ensuite, il y a eu mon grand-père qui a mis au point 14 liqueurs. Ensuite, il y a eu mon père et voilà. C'est mon mari qui m'a appris à distiller parce que quand je suis rentrée dans l'affaire familiale, mon père était décédé. Mon mari était là depuis 3 ans et c'est lui qui m'a appris le métier de mes ancêtres, ce qui est assez curieux comme passage de savoir-faire en fait. C'est ainsi que Sylvie répète les mêmes gestes et prête une attention toute particulière aux noix qui ne sont pas distillées mais macérées. Chaque année, la maison achète 10 à 15 tonnes de noix qui, broyées, donnent un jus que l'on laisse vieillir en fût de chêne pendant 5 ans. À ce jus vieilli peut alors être ajouté un sirop de sucre. La maison est d'ailleurs la dernière à le fabriquer elle-même. Il s'agit d'eau, de sucre et de blanc d'œuf. Il permet de clarifier le sirop en faisant remonter à la surface les impuretés. On a un livre de recettes qui a été élaboré par le grand-père et l'arrière-grand-père pour la liqueur de noix. Là, je prends un dosage bien déterminé, de sirop de sucre pour mettre à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à ajouter un mélange bien précis de cognac et d'armagnac. Alors l'armagnac, nous l'achetons à un distillateur et son métier n'est pas le même que le nôtre. Nous, on a plus un métier de parfumeur, si vous voulez. La maison continue à décliner son savoir-faire en étoffant ses productions et en extrayant nombre de parfums. Voilà, alors ici on a une distillation de baie de genévrier, là on a une distillation de fenouil, là une distillation d'écorce d'orange, une macération d'écorce d'orange, et là une macération de plantes, verveine, menthe, angélique, sauge. Voilà, donc tout ça macère et attend d'être rentré dans la composition de nos liqueurs. Parmi les fûts séculaires, le four d'époque, l'alambic ancestral et les vieux chaudrons en cuivre étamé, règne l'esprit des moines apothicaires du XIVe siècle. Des maisons comme ça, ce sont des repères en fait. On a des clients qui amènent ici leurs enfants parce qu'autrefois ils venaient petits avec leurs parents. Donc ils veulent leur faire découvrir un endroit qui n'a pas bougé et qui fait partie de leur histoire. Et ça me fait plaisir de continuer cette histoire et j'espère qu'elle continuera encore longtemps. Et justement, Sylvie a 2 filles qui probablement entretiendront la tradition familiale. Nous voilà partis pour les Monédières, un massif montagneux très préservé entre la vallée de la Vézère et celle de la Corrèze. Et on va découvrir un domaine étonnant, constelé de petites cabanes très contemporaines. Vous verrez, c'est une histoire de femmes et c'est une histoire d'amour pour la région. Alors là, on arrive dans le domaine, qui visiblement est très vaste. J'ai appris que la Corrèze était l'un des départements de France les moins peuplés. Je peux vous dire qu'en se baladant, on s'en rend compte. C'est vraiment la nature XXL. La nature est partout, sauvage. C'est elle qui domine le paysage. Et c'est vraiment régénérant, surtout quand on vit à la ville comme moi. Ma cabane au Canada, c'est le seul bonheur pour moi. La vie libre qui me plaît. La forêt. Je peux me garer là ? Bonjour. Marie-Claude, c'est ça ? Oui, bonjour. Bonjour. Bah, c'est gentil de vous accueillir. Bah, moi aussi, c'est gentil de m'accueillir à l'entrée de la maison. Et en plus, il fait un temps de rêve. Et le chien est content, tout le monde est content. Allez hop. Alors là, on est à l'entrée du domaine. Tout à fait, on chemine jusqu'aux cabanes. Allez, c'est très sauvage. Très sauvage, vous voyez. Et alors, vous n'êtes pas des filles du pays, vous ? Pas du tout. Mais on a adopté la Corrèze. C'est vrai, mais il y a longtemps ? 26 ans. Ah oui, quand même, vous avez fait vos preuves. On est presque corréziens. Ouais, c'est ça. C'est en 2013 que 6 cabanes, suspendues parmi les arbres dans un vaste domaine de 40 hectares, ont été ouvertes au public. Des constructions modernes et éco-responsables qui ont d'ailleurs reçu le label Clé verte. Une aventure de famille portée par Marie-Claude et Apolline, mère et fille.
Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont à la fois très contemporaines et complètement fondues dans le paysage. C'était justement l'idée, c'était que les cabanes devaient se fondre sans se confondre. Parce qu'en fait, l'architecte des deux, c'est toi. Oui. C'est ça. Et donc, Apolline et Le maître votre d'ouvrage, fille. le maître d'œuvre. Ah, jolie complicité. Et là, vous êtes chez vous. Ça, c'est ma terrasse. Pas mal. Bon, le problème, c'est le bruit de la route. Ça, c'est un peu pénible quand même. Elle me regarde, comprend pas. C'est de l'humour. C'est vrai que c'est fou. Vous regrettez de ne pas voir votre voiture. Ah non, mais c'est fou. Là, c'est le bruit du ruisseau qu'on entend. On est dans les arbres. Oui. C'est Oui. absolument incroyable. Et on entend le ruisseau, effectivement. Oui. C'est un paradis pour les... C'est vraiment des postes de guet, en fait. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur et pas être dans une petite cabane repliée sur soi. Ah oui, on est à l'intérieur, mais à l'extérieur quand même. C'est ça. Sous les arbres arrivent très près. On est vraiment tout de suite en pleine nature. Un espace apaisant, dont les grandes baies vitrées abolissent toute frontière entre l'intérieur et l'extérieur, créant de fait une sensation d'immersion totale. Et c'est bien joli tout ça, mais j'ai quand même une petite faim. On se refait pas. Je me demande bien ce qu'on peut manger ici. Hein, je sais pas, des écureuils. Marie-Claude et Apolline s'étaient en effet échappées pour rapporter un panier repas rempli de gourmandises bien locales. C'est un pique-nique de roi que vous nous avez servi là, dans cette nature en plus. Cuisine traditionnelle en Corrèze, elle a des racines pauvres. Vous allez trouver le tourtou de farine de châtaigne, beaucoup de porcs, parce qu'il y avait des porcs qui mangeaient les glands des chênes. C'est une terre avec beaucoup de chênes. Et oui, et donc forcément des bons porcs. Voilà. Le porc cul noir notamment. Voilà. Est-ce qu'il y a une meilleure ambassadrice de la Corrèze que Marie-Claude? Non, hein. Personne. Alors là, c'est quoi? C'est un clafoutis, c'est ça? Clafoutis aux prunes. Parce que le Limousin, c'est le clafoutis. C'est vraiment le pays natal du clafoutis. Oui, qu'on appelle flognarde et qu'on fait à la cerise. Pour nos hôtes, on fait ces petits poêlons de clafoutis aux prunes, puisqu'on n'est plus à l'époque des cerises. Voilà. Merci. Je pense que je vais bien dormir. On dort très bien. Ah oui, je me doute. Absolument. Et comme en général, je me couche plutôt tôt, demain matin, je vais me réveiller et je vais aller me balader là dans le petit bois. Qu'est-ce que je peux faire demain? Je peux aller à la rivière? Vous allez longer la rivière, il y a 2 km de ruisseau. Vous allez voir des écrevisses. Ah oui? Et vous pouvez patauger dans l'eau. Je peux mettre mon petit pied dans l'eau? Absolument, vous pouvez. À demain, merci. Au revoir, Julie. Au revoir. Eh ben, vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai très bien dormi perché dans mes arbres. Et on est heureux, il fait beau, la journée commence bien. On va mettre le cap au sud pour aller du côté de Branceil, pratiquement à la frontière entre le Lot et la Corrèze. Et là, on va rencontrer Michel, qui est agricultrice, fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur, et qui va nous faire une recette de famille à laquelle je ne m'attendais pas du tout en venant ici, pour être honnête. Une recette de gaufres cuite d'une façon ancestrale dans un gaufrier traditionnel en fonte. Et elle va nous raconter un peu l'histoire de cette recette et on va surtout la savourer ensemble. Bonjour Michel. Bonjour Julie. Comment allez-vous? Bienvenue chez nous. Bah, merci. Encore une belle maison, il n'y a que des belles maisons ici. Hein. Ah oui, magnifique. C'est une région où il y a une très belle architecture, c'est vrai. Alors, on va préparer nos gaufres? Oui. Vous allez tout me dire. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence par la crème. La crème fraîche. Alors, bien sûr, de la crème crue, si possible. Ouais, bah oui, c'est-à-dire de la crème ferme. qui n'a pas été pasteurisée. Ah oui, ça vraiment, là, on est dans l'étable, là. Ah oui, complètement. Et bon, c'est vrai que l'intérêt de faire des gaufres avec cette crème, c'est qu'ils sont beaucoup plus fins,
beaucoup plus croustillant. Plus croustillant parce que la crème est crue? Parce que la crème est très grasse, je pense. Et puis, oui, il y a d'accord. peut-être, je ne sais pas, la pasteurisation modifie quand même la texture. Oui. C'est évident, et puis la saveur. Et alors, racontez-moi un peu l'histoire de ces gaufres, parce que j'avoue que j'étais surprise de trouver des gaufres en Corrèze. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis, mon enfance, j'ai toujours vu mes grands-mères faire des gaufres pour les fêtes de famille, pour les repas. Les grandes occasions, Les quoi. grandes occasions. Ensuite, on met le sucre. Ouais. Voilà. Pour parfumer, je vais mettre de la gousse de vanille. Alors, si c'était pas de la vanille, vous pourriez parfumer avec quoi? Avec du rhum. Un petit peu d'eau. Ouais. Voilà. Et il n'y a pas d'œufs? Pas du tout. Je pense qu'il y a plusieurs recettes. Ma grand-mère mettait des œufs. Ça faisait une pâte un petit peu plus dense, quoi. Plus qui se tenait dense, plus. qui tenait plus, mais moins croustillante à mon sens. Cette recette-là, qui est la recette de Mamie Berthe. Mamie Berthe étant ma belle-mère, qui avait quelques spécialités comme ça, notamment les gaufres. Je reconnais qu'elles sont particulièrement bonnes et appréciées. Voilà, la pâte est prête. Ah bah dis donc, c'est rapide, c'est simple. tout prêt. En fait, c'est tout simple, mais ce qui est plus compliqué, c'est de trouver la crème crue et c'est d'avoir l'appareil à gaufres. Alors, vous avez mis le gaufrier à chauffer? Voilà, il est tout prêt. Ah, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Ça c'est la méthode ancestrale. Complètement. Donc c'est un gaufrier en fonte? C'est un gaufrier en fonte, oui, tout à fait. Alors donc, on met la pâte sur le gaufrier très chaud et on ferme. Donc elle s'étale quand on l'écrase. Et après, vous le mettez directement voilà, directement sur la braise. Et rapidement, c'est ça, aller-retour? Oui, deux en côtés. fonction de la chaleur du foyer. C'est plus ou moins rapide. Ouais, il faut avoir l'habitude, il faut jauger la oui, chaleur. Oui, on teste. Comme un four à pain. Pareil. Et pourquoi faut-il la rouler? C'est juste une façon de la déguster. On pourrait la laisser on pourrait la laisser plate tuile, ou la plier en deux, faire un carré éventuellement. Dès qu'elle est froide, elle est dure. Et on pourrait faire cette recette sur le gaz? Absolument, oui. On n'est pas obligé d'avoir une cheminée ou un poêle. On n'est pas obligé, non. Sur la gazinière, hein. Et donc on se brûle les doigts, ça fait partie de la recette. On se brûle les doigts, absolument. Et je peux faire la prochaine? Oui, allez-y, je vous laisse. Alors, une petite louche. Bien au milieu. Donc ça suffit, Ça suffit. Ça va déborder, après, c'est trop épais. Ah oui, ça déborde un peu, effectivement. Allez-y, serrez, allez-y, c'est pas grave. Ah bon. C'est la gaufre de la débutante. Et j'imagine que quand vous préparez ces gaufres, ça doit vous faire remonter des souvenirs à la mémoire, non? Tout à fait, surtout c'est lié à la crème fraîche. Ah oui? Lorsque je revenais de l'école, c'était le grand plaisir, c'était de déguster une tartine de pain frais avec de la crème. La crème tout simplement, crue, quoi. La crème crue. Mais la crème de vos parents, alors, qui étaient agriculteurs. Oui, tout à fait, oui. C'est bon? Oui, c'est bon, je pense. Alors. À la main? Oula, non, vous y Non, arriverez pas à la main? Drame en direct. Je vais tenir le gaufrier, vous allez la rouler. Allez-y. D'accord. Oh, quel synchrone! Vite. Vite, vite, vite! Et voilà! Parfait. Bon, c'est moins bien que vous, mais... Non, c'est C'est la moindre super. des choses Très en même bien, temps. voilà, Voilà. super bien. Oui, moi, j'aimerais bien en goûter une quand même de ces gaufres. Je peux? Celle-ci, la belle. Celle-ci? Ah bon, c'est la plus jolie, vous parce pensez? Oui, pour être croustillant, c'est croustillant. Croustillant et Son à fondant. l'appui. Ah, c'est délicieux parce que on a vraiment... Je pourrais pas imaginer qu'il n'y a pas de beurre. En même temps, il y a du beurre puisqu'il y a de la crème. C'est de la dentelle. Voilà. Je suis sûre que là, on fait plein d'envieux. Je ne vais pas tout dévorer, car notre repas de fin de voyage approche et ce sont 10 copains qu'il nous faudra régaler. N'oublions pas de prendre en note la recette des gaufres de Michel, pour lesquelles il vous faudra trouver chez votre crémier 250 g de crème crue, mais aussi 75 g de farine, 50 g de sucre, un demi-verre d'eau et une gousse de vanille. Oh là, dites donc, vous avez innové, vous avez fait du cornet. Voilà, je me suis amusée à faire des cornets. Oui, on peut faire un peu toutes les formes. Donc, Alors, on a les gaufres.
On a les gaufres. On va se réunir avec tous les gens que j'ai rencontrés pendant mon voyage en Corrèze, dans un endroit qui est incontournable ici, c'est Collonges-la-Rouge, sur la place de la Halle. Le temps s'y prête. Et si vous voulez bien venir avec vos gaufres, on vous attend. Absolument. Et j'espère que nous aussi, on vous fera découvrir des choses. Tout le monde pourra y goûter. Il y a un petit bout en trop là. Merci Michel. Je vous fais un bisou. Ce qui est amusant ici, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs pays en un, c'est qu'en quittant le sud du département, en allant vers le nord, l'architecture change évidemment. On a toujours cette pierre blonde, mais les maisons sont plutôt coiffées de toits en ardoise. Et je voudrais aller visiter une ardoisière, une carrière d'ardoise, qui en l'occurrence est l'une des plus importantes au monde, qui fournit évidemment la plupart des ardoises qui sont utilisées ici dans la région. Elle est particulièrement solide, paraît-il, et qui est exploitée depuis le XVIe siècle. C'est vous dire si c'est vraiment une pépite culturelle presque de la région. When this is over, behold, a brand new being, a brand new me. Will I be? Sculpté par l'homme, ce qui était auparavant une colline ressemble aujourd'hui à d'immenses parois verticales, faisant jusqu'à 100 mètres de hauteur. Ici, pendant des siècles, les hommes ont exploité la terre pour habiller les toits de leurs maisons. On dit de l'ardoise de Travassac qu'elle est la plus solide et que sa longue résistance au temps permet de coiffer l'habitat pour plusieurs générations, mais aussi de redorer nombre de monuments historiques. L'abbaye du Mont-Saint-Michel en fait partie. Il s'agit aujourd'hui de la dernière exploitation de cette envergure en France, un paradoxe, alors que notre pays est celui qui, à l'échelle internationale, utilise le plus d'ardoises. C'est Jean-François Bujat, ardoisier émérite, qui nous embarque parmi ces pans d'ardoises. Dans ma famille, depuis 1802, toutes les générations ont travaillé dans les carrières. C'est grâce à tout ce travail qu'on retrouve les ardoises distribuées sur l'ensemble du massif central et ça leur en fait un petit peu tout le charme. La roche débitée en bloc est fendue une première fois. Alors la technique est relativement simple, on utilise des outils, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, simplement avec un marteau et un burin. Et ensuite, de la difficulté réside dans la précision de chaque coup, parce qu'il faut qu'on arrive à fendre un petit peu cette pierre-là, sans la casser. Traditionnellement, les ardoises à Travassac, les plus fines, étaient tirées à 4 à 5 mm. C'est des ardoises qu'on retrouve sur la Basse-Corrèze, le Lot, la Dordogne, et généralement taillées de forme rectangulaire. C'est ce qu'on appelle l'ardoise du pays, c'est le modèle le plus classique, mais on pourrait faire de l'ardoise beaucoup plus épaisse. C'est pas mécanisable, on aurait beaucoup de déchets, beaucoup trop, et il n'y aurait plus du tout de possibilité de fabriquer des ardoises. Pour l'instant, on ne connaît pas autre chose que du savoir-faire, un œil exercé, un marteau et un burin pour fabriquer des ardoises. Ensuite intervient la deuxième étape du travail. L'ardoise, particulièrement fissile, est séparée en feuilles de pierre, et c'est José, ardoisier formé par Jean-François, qui s'y attelle. C'est qu'on va leur donner une forme, on appelle ça tailler en fait. Et pour ça, on a juste quelques outils très simples en fait. Un taillant, qui est fait sur place, on ne trouve pas ça dans le commerce. Une enclume et un encochoir en fait. Voilà. La grande difficulté, c'est donc d'en casser évidemment le moins possible et puis surtout de tenir un certain rythme, puisque un tailleur confirmé va monter à plus de 600 ardoises par jour. Au tout départ, c'est la roche qui va nous dicter comment la travailler. C'est une technique qui est propre à notre roche, donc c'est vraiment très, très local. Et puis bien, on a tous appris d'un ouvrier plus confirmé. Ça fait 300 ans que ça dure, mine de rien. On espère qu'on ne sera pas le dernier maillon d'ailleurs. Voilà. Mais ça fait, comme je vous disais, plus de 300 ans de savoir-faire. Voilà. Pas d'école pour le métier d'ardoisier, tout est empirique. Et même si tout cela peut sembler folklorique, et d'un autre temps, c'est encore ainsi que l'on procède. On travaille tout le temps comme ça, on n'a pas changé depuis des générations ni les outils, ni la manière de travailler. Et aujourd'hui, malgré le modernisme qu'il pourrait y avoir autour de nous, on est toujours dans la même position, on est toujours assis par terre avec un marteau et un burin pour essayer de gagner notre vie en fabriquant des ardoises. Et aujourd'hui, il y a encore quelques jeunes, notamment sur la carrière d'Alassac, qui sont en formation et j'espère qu'ils resteront longtemps à la carrière et qu'eux pourront continuer à produire des ardoises. Un savoir-faire qui se transmet de père en fils depuis 1808, où chaque ardoise est le produit de la main de l'homme, ce qui en fait un matériau parfaitement unique. On va mettre le cap au sud pour aller du côté du village de Berle, situé à quelques kilomètres de Collonges-la-Rouge, pour rencontrer Laurence, qui est agricultrice elle aussi,
qui élève des veaux et qui bien sûr va nous cuisiner une recette à base de veau. Une poitrine de veau cuite à l'estouffade, je crois. Je sais pas trop ce que c'est, mais quelque chose me dit que ça va pas être mauvais. Bonjour Laurence. Bonjour Julie. Oh là là, dis donc, quelle belle maison. Ah, je vous fais un bisou. Bon. Mais je ne cesse de m'extasier sur les maisons ici. Elles sont magnifiques. Ah ben du c'est nord vrai au qu'ici, sud. il y a du choix, hein, parce qu'il y a du calcaire, il y a du grès, et pourtant on n'est pas loin. Il y a C'est des ça, tuiles. voilà. Ici, Mais elles sont toutes mon charmantes. mari est la 10e génération à vivre sur la Mais non, propriété. c'est pas vrai. Si, bah si. Quand même. Donc Quand même. agriculteur de génération en génération. C'est ça. Jusqu'à présent, c'est toujours resté dans la famille. Moi, j'ai entendu parler d'une poitrine de veau. Ah ben la voilà. C'est ça. Quand j'étais adolescente, on faisait la poitrine de veau farcie avec ma tante Adrienne, dit Nénette. La fameuse tante Adrienne. Donc c'est Voilà. la poitrine de veau de la tante Adrienne. Ah, ça me C'est fait ça. plaisir. C'est du vrai de vrai. Oui, ah non, du mais c'est pas des 100% bêtises. local. Oui. Alors on commence par quoi? Par les oignons. Donc oignons et échalotes. C'est ça. Voilà, on va y mettre un peu de persil, comme ça, ça va. Persil, et on rajoute dans Voilà, le reste. attendez, on va mettre un peu de pain. Donc on met de la mie de pain rassis, j'imagine. C'est ça, qui est trempé dans du lait, mais juste trempé, hein. Voilà. Ouais. Alors l'ail maintenant, crac. D'accord. Nous en avons fini avec le hachoir, puisque la viande de la poitrine de porc a déjà connu le même sort. Nous les mélangeons et y ajoutons un jaune d'œuf pour le liant, du sel et du poivre, et des carottes râpées qui apporteront un peu de légèreté et de couleur. Alors ce fameux veau, est-ce que c'est le veau élevé sous la mer, limousin? Oui, alors il y a plusieurs méthodes, hein. Il y a les méthodes où le veau vraiment est isolé et il va juste téter sa mère 2 fois par jour. Ce sera son Et unique nourriture. Voilà, et en général, la vache limousine n'a pas assez de lait pour nourrir un veau. Donc elles ont des tentes, c'est-à-dire des vaches laitières, qui est une complètent. seconde vache qui complète. Nous, il va éventuellement manger un peu de farine, puisqu'on fait aussi notre blé. Donc au moins, comme je disais, je sais d'où ça vient. Oui, traçabilité C'est ça. totale. Et du coup, il est un peu plus rosé, mais bon, pour moi, c'est pas grave, parce que c'est plus goûteux et moins sec. Oui, c'est sûr. Et toute cette partie-là de gras, on le laisse. Oui, on va le laisser. Ça Alors, va nourrir la préparation. Juste, bon, moi je l'ai ouvert. Voilà, je l'ai ouvert fendu en deux. pour la farcir. Et alors après, il n'y a plus qu'à glisser ça à l'intérieur. Dans mon petit portefeuille. Voilà, donc je vous le tiens si vous voulez. Voilà. Voilà, puis après on va rouler. Et après, on roule. Ça, il a une jolie Et forme. on roule beaucoup dans cette région. Hein. J'ai roulé des gaufres, maintenant je roule des poitrines. Ah ouais, ben voilà. J'ai roulé aussi avec ma petite Micheline. Ouais. Puis après, je vais vous embaucher pour me tenir la ficelle. Oui, donc, effectivement, Parce que bon, c'est un sacré morceau voilà, quand même. Hein. on va essayer. Hop. Hop là. Et voilà, vous n'avez plus qu'à couper. Un peu quand. Et voilà. Donc là, on va la faire rissoler. Un aller-retour de la viande sur la plancha permet de la dorer avant de la placer dans une cocotte avec un peu de graisse de canard et un verre de ratafia ou de vin blanc si vous n'en avez pas. Et alors là, j'ai fait un petit mélange. C'est-à-dire, j'ai mis un petit peu de fond de veau avec un peu de farine et un petit peu, voilà, et juste un tout petit peu de crème, mais juste, voilà, pour rester blanc. Et après, crac, je le verse autour. Waouh. Ah oui, pour épaissir la sauce. Voilà, c'est juste pour donner un petit liant après. Et alors après, bon bah ça, moi j'ai des trompettes de la mort. Hein. Tu les mets sèches? Oui, oui, parce que du coup ça va boire le jus et ça va parfumer. Ah oui, alors que si tu les regarde. mettais à réhydrater, leur goût partirait en partie dans l'eau. Voilà. Mais la seule chose, je vais te dire, je te pose la question parce que j'avais songé le faire. Ouais. Et en même temps, je me suis dit que souvent, les champignons secs, ils ont du sable. Donc, Oui. quand on les met dans l'eau, on peut les désabler. Là, Voilà. c'est pas gênant? Mais c'est moi qui les ai fait, donc j'ai déjà coupé les pieds. D'accord. Ah, mais c'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Écoute, tu as à la fois les bois, la terre, tout y est là-dedans. Voilà, c'est les vieilles cocottes en fonte de ma belle-mère, quand même. Hein.
Ne reste plus qu'à noter la recette de la poitrine de veau farcie et cuite en estouffade de Laurence. Il vous faudra vous procurer une poitrine de veau d'1,5 kg environ, 4 échalotes, un gros oignon, 5 gousses d'ail, 300 g de mie de pain de campagne un peu rassis, un verre de lait, un demi-bouquet de persil, 10 g de sel et de poivre, une carotte, 600 g de chair de porc haché, un verre de ratafia, 2 à 3 œufs battus, 2 cuillerées à soupe de graisse d'oie, 10 centilitres de fond de veau, une cuillerée à soupe de maïzena et enfin une bonne poignée de trompettes de la mort séchée. Le tout est cuit au four à bois que le mari de Laurence avait pris soin d'allumer à l'avance. Mais pour une cuisson dans un four classique, commencez à 180 la première heure, puis baissez à 150 pour la deuxième heure. Je te présente mon mari. Alors, Oui, hop. bonjour monsieur le mari, pardon, on est un peu embarrassés. Alors c'est Jean-Jacques. Jean-Jacques qui est le préposé au four. Voilà. Là, vous l'avez débarrassé des braises, alors Voilà. c'est ça, il est bien On chaud. l'a chauffé, on l'a débarrassé des Voilà, braises. oui. Comme une pizza. Voilà. Pareil. Alors, hop. Voilà. Et après, on va refermer le four. D'accord. Voilà. Et là, on va laisser cuire combien de temps? 2 heures. C'est le minimum. Et donc ça, on va le manger sur la place de Collonges. Exactement. Sous la halle. Oui. Vous êtes au courant de tout, vous. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, le bruit s'est répandu dans la région. C'est ça. Et vous venez tous les deux? Oui. Ah, bon, on sait jamais avec les agriculteurs. Souvent, il faut rester à la ferme. Ça nous fait plaisir. Ça y est. Ça fait un peu de sortie. Ouais, c'est ça. Voilà, Puis ça va puis- changer de température aussi. Il est gourmand aussi, alors. Oh, ça m'étonne pourtant, avec une femme qui cuisine si peu. Merci. Merci beaucoup. À tout de suite. Vous savez que j'adore les jardins. Et le Pays de Brive a voulu rendre hommage à Colette, le fameux écrivain qui a chanté d'ailleurs la région dans ses livres. Et il paraît que le jardin est magnifique, il se visite et on rentre littéralement, c'est le cas de le dire, dans l'univers de Colette. Le parc floral rend hommage à l'écrivaine, elle qui était amoureuse de la nature et des mots. À travers la balade poétique, 6 tableaux paysagers influencés par les différentes régions dans lesquelles elle habita retracent sa vie et son œuvre. Les jardins jouxtent le château, vaste propriété de 10 hectares de parc arboré, aujourd'hui transformé en hôtel-restaurant, qui hébergea Colette de 1911 à 1923, alors qu'elle vivait avec le politicien et journaliste Henri de Jouvenel. De ces années passées ici naîtra le roman Le blé en herbe, qui se nourrit des thèmes et situations de la sulfureuse relation avec le fils de son époux, et adapté plus tard au cinéma. Pour le moment, je continue mon voyage pour rejoindre Collonges-la-Rouge, ce village de caractère où nous nous sommes tous donné rendez-vous pour célébrer les spécialités corréziennes. Nous voilà à Collonges-la-Rouge, entièrement construite avec le grès rouge de la région et bien sûr coiffée de toits d'ardoise. C'est l'un des plus beaux villages de France et c'est même le premier puisque c'est ici qu'est née l'association dans les années 80. Et nous, c'est ici que nous allons célébrer notre banquet. Le village s'est construit sur une faille géologique de grès, baignée d'oxyde de fer, d'où sa couleur flamboyante si caractéristique. Les différentes carrières sont désormais fermées, et lorsqu'il a fallu rénover Collonges-la-Rouge, nombre de pierres ont été récupérées sur des bâtisses en ruine. Aujourd'hui, les rues sont fermées à la circulation, et le village bel et bien habité honore cet ancien fief des comtes de Turenne coiffé de ses 25 tours. C'est sous l'ancienne halle au grain et au vin que nous nous sommes tous retrouvés. Les festivités corréziennes sont lancées et un menu pour le moins appétissant nous attend. Magret de canard en croûte de noix, poitrine de veau farcie, gaufres à l'ancienne et quelques autres surprises. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour à vous deux. Vous êtes les bienvenus. Allez, on est au complet, on peut s'installer. Je vous laisse vous servir. Pardon, ça n'est pas un service à l'assiette, mais bon, hein, c'est un service village. Voilà. Avant de venir, j'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de pain de seigle en Corrèze. C'était une céréale avant qu'on installe du blé, mais qui poussait un peu partout. Et que, du coup, le pain était majoritairement de seigle. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, en moyenne Haute-Corrèze, oui, chez nous, oui. Ce qui était bien utilisé aussi plus dans le bas pays, c'était le sarrasin. Ah oui, En fait, en Corrèze, on passe du seigle et des châtaignes au maïs et au canard. On est peut-être la plus petite région de France, mais avec le plus de diversité.
est-ce que vous faites de la liqueur de noix parce que vous vous appelez de noix? En fait, je pense que mon arrière-grand-père au 19e siècle, en s'appelant Denoy, avait dans l'idée d'utiliser son nom. Il avait le sens du marketing bien avant l'heure. Mais toi, qu'il fallait le faire tu quand n'as même. pas toujours travaillé dans la distillerie? Ah non, non, moi j'étais infirmière 10 ans et j'ai repris l'affaire familiale au décès de mon père il y a 24 ans. Mais il y a un lien parce qu'autrefois, les liqueurs, c'était Les ça servait liqueurs, à ce sont soigner. les moines apothicaires qui ont inventé les liqueurs au XIVe siècle. Quand on était malade, on allait voir le moine apothicaire et il vous donnait à avaler une potion. Et puis ces potions, elles étaient difficiles à avaler, donc ils ont mis du miel. Et après, ils ont trouvé ça délicieux, ils se sont lancés et ils ont créé les liqueurs, la chartreuse et la bénédictine. Donc mon métier d'infirmière, en fait, rejoint mon métier de Voilà, liquoriste. c'est ça. Finalement, L'origine ça a de été mon un métier de atout. liquoriste, ça a été un atout pour continuer ce métier. Attention, c'est chaud. Celui-là? Voilà, la poitrine de veau aux trompettes de la mort. Super. Magnifique. Ce sont des C'est génial parce qu'on découvre les recettes de chez nous. Il faut Ah, ça me fait plaisir. Vous la faites? C'est joli comme tout à travers les Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous as apporté C'est là? bon. Je vous ai préparé un miyasu. C'est une spécialité vraiment corésienne. Un râpé de pommes de terre. J'ai rajouté de l'ail, de l'oignon, du persil. Et dans certaines familles, on mettait un petit peu de lard. Donc moi, je suis restée sur la recette traditionnelle. Mais pas d'œuf. Pas d'œuf. Par contre, j'ai fait cuire la graisse de canard quand même. Voilà. J'ai compris qu'ici, on n'hésitait pas sur On la n'hésite graisse pas. de canard, la crème, Voilà. en général l'huile de noix. Définitivement, à écouter tous mes amis, cette terre corésienne regorge de trésors. Il y avait un marché de la truffe. Ça a commencé en 1895 jusqu'en 1930. Une année, sur l'exploitation du grand-père de mon mari, ils ont ramassé 200 kilos de truffes. Une année. Ah oui, on a du mal à l'imaginer. Le maximum a été dans les années 25. Et puis ça a partout en chuté, France, ça a d'ailleurs. rechuté. Et puis ça finit par s'arrêter. Puis ils ont arrêté le marché aux truffes en 1932. Là, Et sur un petit village de 200 habitants. Il y a des syndicats de producteurs qui se sont unis, où on crée des nouvelles plantations. C'est un peu comme la vigne, hein. Là aussi c'est une renaissance. Voilà, complètement. Parce que la vigne avait pratiquement disparu encore. Oui, mais la vigne, On la a recréé différence, l'existant, ouais, la différence, c'est que la vigne, ça marche, et la truffe, C'est un peu plus aléatoire. c'est un peu plus aléatoire. C'est ce qui fait le prix. Il y a C'est des ce qui essais fait de le prix et son charme aussi, parce que La végétation avait retrouvé. Et voilà le plateau de fromage. Alors moi, je savais que la Corrèze était une région de bœuf, enfin surtout de vache, mais je pensais plutôt à des races à viande. La Limousine, on pense à la viande, mais il y a quand même des fromages. Ah bah oui. Alors tu as même des fromages donc à base de lait de vache, mais aussi à base de lait de brebis. Eh ben, je vous en prie, servez-vous. Voilà, c'est ça. Non, là peut-être pas quand même. Ça va très très bien avec la moutarde de lait, ça. Merci. après, il y a du pain au noix là pour accompagner. Ah bah tiens, évidemment. Je me rappelle, je jouais à la fanfare de Donznac quand j'étais plus jeune. Et dans toutes les remises de médailles, dans toutes les cérémonies, il y avait un homme politique qui dépassait un petit peu les autres. C'était Jacques Chirac, il est déjà jeune, de sa taille, de sa stature, était quelqu'un avec qui était très connu déjà localement, et était conseiller municipal du village de Sainte-Ferriole, qui est resté longtemps d'ailleurs. C'était l'homme politique célèbre de... En vue. Voilà, en vue. Même qu'elle était très jeune, elle était déjà très connue dans la Et région. alors, est-ce que grâce à lui, ou peut-être que c'est lui qui a emprunté cette tradition, on mange vraiment de la tête de veau dans la région ou pas? On en mange depuis très longtemps. Ah non, Oui, ah oui, non, oui. c'est pas une légende. C'est pas une légende, c'est... Il a relancé un peu. on a fait relancé. Il en a fait beaucoup parler. Qui viennent dans nos cabanes demandent de la tête de veau. Mais non. Oui. En référence à Jacques Chirac? Oui. Extraordinaire. Oui. Voilà, Ça les ressemble un peu gaufres à à des crêpes l'ancienne dentelles. que j'ai rebaptisées les gaufres de Mamie Berthe. Hommage à la belle maman. Et donc, on a servi les gaufres avec du cidre, mais du cidre du Limousin. Ah bah oui. Et ça, c'est vrai que j'ignorais qu'il y avait du cidre ici. Il y a beaucoup de pommes. Ah, mais il y a des pommes. Beaucoup de pommes, non? Elles sont bonnes, elles sont caramélisées. Le sucre est vraiment saisi par la chaleur. D'ailleurs, elles ont une couleur caramel. Alors, je dirais que la... Si on va en acheter, Ils ont où cet est-ce qu'on peut en aspect trouver? strié. Introuvable. Faut aller chez Michel. Introuvable. Faut les commander. En acheter, mais sois pas vulgaire. Non, je ne vends pas, je ne vends pas ce qu'on ça. disait, Julie, il y a- Ça ne il y a- se il y a vend des pas, plein de ça se produits autour de la donne, table qu'on vend. ça Mais s'offre, non, ça se c'est très bien donne, que ce ça soit pas s'offre. industriel, voilà. Voilà, ça s'offre. Impossible enfin d'échapper à la fierté de Sylvie, la liqueur de noix, qu'elle continue à produire comme on le fait dans sa famille depuis 4 générations. Tu as
connais bien, même si c'est pas la utilise dans mes soufflés glacés. Alors, ça se boit frais. Hein. Le froid va calmer un petit peu le sucre et il fait sortir les parfums. Et on a plusieurs saveurs. D'abord, c'est l'armagnac. Après, il y a des saveurs un petit peu boisées parce que ça Mais il y a une 50 saveur fûts de chêne. mentholée presque un petit peu, je Ah, trouve. pourquoi pas, oui, c'est frais. Ah oui, moi, je sens. Donc, il y a un peu de vanille, de cacao et de café aussi. C'est vrai, Ouais, café, elle est ouais. très riche, cette liqueur. Et le goût de noix, vous l'avez bien après, quand vous avez avalé, ça reste longtemps. Voilà. Donc, Ouais. elle est très très longue en bouche, très persistante. On termine notre tour de Corrèze en beauté et vraiment une Corrèze haute en couleurs, Corrèze la rouge, Corrèze la verte. J'espère qu'on vous a donné envie de venir ici, de savourer cette cuisine gaillarde, de vous perdre un peu dans ces verts pâturages et de continuer de cuisiner chez vous ces vieilles recettes qui nous racontent, qui sont notre patrimoine et qu'on voudrait à tout prix sauvegarder. Appel aux mamies et aux enfants. Salut, à la prochaine. Et alors dis-moi, on n'aurait pas intérêt à retirer les noix? J'imagine que celle-là... Ah ben on va retirer le micro aussi. Oh là là là, catastrophe! Non, vous inquiétez pas. Je suis pas sûre que ce soit dans la recette là. Je sais pas, il y a une sorte de... À mon avis, c'était un peu chaud quand même pour la ficelle. Ouais. Nous voilà à Collonges. C'est bon? Oh.